Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire consacré à la préparation des NAO 2025. Je m'appelle Alice Rustic, je suis chargée d'études au Centre Études et Data. Bonjour à toutes et tous, Jean-Marc Etienne, cabinet Secafi également, directeur de mission. Nous allons vous présenter ce webinaire avec plusieurs étapes. La première étape, le premier sujet, ça sera un sujet autour des chiffres macroéconomiques. Ensuite, quelques méthodes et tactiques pour votre négociation. Et ensuite, quelques éléments sur notre étude flash sur les premiers accords NAO. Et donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Alice sur les aspects macroéconomiques. Et partager l'écran, évidemment. Et partager l'écran, évidemment, ça sera mieux comme ça. Et voilà. Alors, comme le disait Jean-Marc, on va commencer cette présentation par un petit moment sur le contexte économique. Voilà, donc dans cette partie, on va aborder plusieurs éléments. On va en fait parler des grands indicateurs macroéconomiques qui nous semblent importants de maîtriser en vue de la préparation des NAO 2025. Donc on va parler de l'inflation, on va parler des salaires, on va parler du pouvoir d'achat, du partage de la valeur. Et l'objectif, ça va vraiment être d'avoir une approche pédagogique pour que vous puissiez maîtriser ces indicateurs, donc quels sont les différents indicateurs, les différentes méthodes de calcul, et que vous puissiez justement au périmètre de votre entreprise calculer les évolutions de pouvoir d'achat pour ainsi revendiquer des hausses de salaire pour 2025. Donc on va commencer par la première partie qui est une partie un peu globale sur l'environnement macroéconomique. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe autour de nous actuellement, c'est vrai que le contexte macroéconomique ne semble pas vraiment porteur. En effet, on a des défaillances d'entreprises qui se multiplient récemment avec des plans sociaux associés très importants et de nombreux emplois menacés. Donc, si on regarde sur le graphique de gauche, on voit effectivement que les défaillances d'entreprises ont fortement augmenté sur les 2-3 dernières années et qu'elles dépassent actuellement leur niveau pré-crise. Donc, on a dépassé un effet de rattrapage sur la période Covid et là, on a vraiment un effet conjoncture dégradée avec des difficultés qui se multiplient pour les entreprises. En effet, on a des remboursements de prêts PGE, l'impact passé de la hausse des taux, le ralentissement économique global, la diminution des carnets de commandes. Donc, tout ça, ça fait qu'il y a énormément d'entreprises qui se trouvent en difficulté. Donc, ces entreprises, elles rentrent en procédure collective et de nombreuses entreprises préparent des plans sociaux. Donc c'est vrai que si on regarde là comme ça de première vue, on se dit que le contexte n'est pas vraiment porteur. Mais nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment essayer de zoomer sur votre situation sectorielle et votre situation territoriale pour essayer de nuancer des éventuels discours de votre direction qui pourraient être alarmistes. En effet, si on regarde un peu plus dans le détail au niveau sectoriel, on voit que certains secteurs se portent mieux que d'autres. Si vous regardez sur le graphique de droite, on a représenté secteur par secteur l'évolution du taux de marge des entreprises. Donc, c'est l'excédent brut d'exploitation sur la valeur ajoutée. On a regardé l'évolution de ce taux de marge entre la moyenne des années 2017, 2018, 2019 et la dernière donnée disponible qui est la donnée du T3 2024. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a certains secteurs qui s'en sortent mieux que d'autres. On a par exemple le secteur de l'énergie, du transport ou de l'industrie agroalimentaire qui ont vu leur taux de marge fortement augmenter sur les dernières années. Au contraire, on a effectivement d'autres secteurs qui se portent moins bien. Donc, par exemple, le secteur information-communication, commerce, matériel de transport. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est important de rentrer quand même au niveau sectoriel pour regarder s'il y a des différences entre les situations des entreprises en fonction de leur secteur. Et sur le graphique de gauche, on vous a aussi représenté l'évolution de ce taux de marge, mais avec un historique depuis 2017. Et en fait, on voit qu'il n'y a pas d'effondrement de taux de marge des entreprises. Au contraire, on a certains grands secteurs qui ont vu leur taux de marge augmenter sur les dernières années. Donc vraiment, cette situation, elle est contrastée. Et ce contraste qu'on voit là au niveau des secteurs, on le retrouve aussi au niveau des territoires. Donc là, on vous a représenté l'évolution des emplois par région
entre début 2023 et mi-2024. Et on voit en fait qu'il y a certaines régions, comme pour les secteurs, qui se portent bien et d'autres régions qui se portent moins bien. Donc, par exemple, là, on a 4 régions avec une baisse de l'emploi sur 1 an et demi. Donc, on a la Nouvelle-Aquitaine, le Centre Val-de-Loire, etc. Mais au contraire, on a des régions qui se portent bien. Donc, finalement, sur cette première partie, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Vraiment, nous, ce qu'on vous conseille, c'est passer du macroéconomique au sectoriel, puis du sectoriel au microéconomique. Alors que sur les NAO 2023-2024, on aurait pu avoir tendance à s'appuyer sur le contexte macro qui était plutôt porteur. Là, vraiment, notre premier conseil pour les NAO 25, c'est de vous concentrer, de vous focaliser sur votre situation individuelle, la situation de l'entreprise. Comment évoluent les marges de votre entreprise, son écosystème, son bassin d'emploi, son secteur, etc. Donc vraiment avoir une approche micro. Ensuite, deuxième sujet sur ce contexte économique, le sujet de l'inflation. Donc sur l'inflation en 2025, nous ce qu'on conseille, c'est pas de ne pas parler de l'inflation, mais de parler de l'inflation avec une certaine orientation, un certain angle. Le premier angle qu'on vous conseille d'avoir, c'est effectivement de dire que l'inflation elle ralentit, mais que ce ralentissement de l'inflation n'équivaut pas à une baisse des prix. Vraiment, le niveau de l'inflation, le niveau des prix continue à augmenter, mais sur un rythme plus faible. Donc c'est ce qu'on va voir ici sur cette diapositive. Donc là, on vous a représenté l'évolution de l'inflation de 2018 à novembre 2024 en glissement annuel. Donc on voit bien la bosse très importante en 2022-2023. Donc sur ces années, l'inflation a battu des records historiques. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. On a battu les records des années 1980. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu énormément de facteurs conjoncturels qui ont poussé les prix à la hausse. Donc, on ne va pas y revenir, mais on peut citer la guerre en Ukraine, les politiques de stop and go qui ont suivi la pandémie, la saturation des capacités de production. Donc, tout ça, ça a entraîné des prix fortement à la hausse. Là, depuis fin 2023, on a effectivement une inflation qui diminue, donc une inflation qui ralentit. Qu'est-ce que ça veut dire, une inflation qui ralentit ? Ça veut dire, comme je le disais tout à l'heure, que le niveau des prix continue d'augmenter, mais qu'il augmente moins vite. Donc ça, on peut le voir de manière plus précise sur ce graphique. On vous a représenté en fait sur ce graphique l'évolution du niveau des prix entre octobre 2020 et la dernière donnée disponible, octobre 2024. Donc sur 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Si on regarde la courbe noire en pointillé, on voit que l'inflation totale a fortement augmenté, mais que depuis, elle augmente moins vite. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 4 ans, le niveau des prix a augmenté de 15%. Mais outre ce chiffre-là, ce qui est important de regarder, c'est la décomposition de l'inflation. L'inflation, elle est composée d'inflation énergétique, l'inflation alimentaire, etc. Donc si on regarde l'inflation énergétique, on est à plus 46% depuis 4 ans. Est-ce que vos salaires ont augmenté de 46% ? Telle est la question. Sur les prix alimentaires, on a le même constat. On est sur plus 22% et si on regarde les produits frais, plus 26%. Donc nous, ce qu'on vous conseille pour les NAO 2025, c'est vraiment essayer de regarder dans le rétroviseur ce qui s'est passé depuis 2, 3, 4, 5 ans et de regarder l'évolution détaillée de l'inflation et notamment l'évolution des dépenses contraintes. Donc là, c'est ce qu'on vous a représenté. L'évolution des prix énergétiques, des prix alimentaires. Donc c'est ces dépenses-là qui sont essentielles dans les dépenses des ménages et qui ont vu leur prix le plus augmenter depuis 4 ans. Donc, dernier point pédagogique sur des termes qu'il est important de maîtriser, c'est la différence entre désinflation et déflation. Donc là, la situation actuelle que l'on vit, c'est une situation de désinflation. Donc, c'est l'inflation qui ralentit, les prix continuent d'augmenter mais moins vite, à ne pas confondre avec la déflation. La déflation, c'est une situation dans laquelle les prix diminuent. Donc parfois, les directions, elles peuvent dire « Ah, mais on a une inflation qui diminue, ça veut dire que les prix diminuent. » Non, on est en désinflation et pas en déflation. Enfin, dernière diapositive sur le sujet de l'inflation, ce sont les prévisions économiques. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir en tête les prévisions économiques parce que là, vous êtes en NAO 2025 où vous allez rentrer en négociation. Donc c'est important de savoir quel est le pourcentage d'augmentation de l'inflation sur 2024 et quel est ce pourcentage sur 2025. Donc là, on vous a représenté sur le graphique les prévisions d'inflation, donc à la fois de la Banque de France et de l'INSEE. Donc comme vous voyez, il y a un petit écart entre ces prévisions et même sur l'inflation passée de 2022-2023. Comment on peut expliquer cet écart ?
Donc là, petit point pédagogique également, cet écart, il s'explique parce que la Banque de France et l'INSEE ne prennent pas en compte le même indice pour calculer l'inflation. La Banque de France prend ce qu'on appelle l'IPCH, l'indice des prix à la consommation harmonisé, alors que l'INSEE prend en compte l'indice des prix à la consommation, l'IPC. C'est quoi la différence entre ces deux indices? C'est que l'IPC, c'est un indice qui retrace l'évolution du prix des dépenses des ménages dans le temps, avec un panier de consommation qui est censé représenter les dépenses des ménages, donc avec un petit peu d'alimentation, un petit peu d'énergie, un petit peu de services et de biens, et avec certaines pondérations. Et pour l'IPCH, c'est exactement la même chose. On a aussi ce panier de biens qui est évalué dans le temps, mais les pondérations pour pondérer l'alimentaire, l'énergie et le transport ne sont pas les mêmes. Et le calcul de ces pondérations pour la Banque de France est construit de telle sorte qu'il soit comparable au calcul de l'inflation des autres pays européens. En fait, c'est la même méthode de calcul. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle indice des prix à la consommation harmonisé. C'est parce que sa méthode de calcul est la même pour tous les pays européens. Donc, c'est pour ça que la Banque de France, la BCE ou le CDE utilisent plutôt cet indice, qui est l'indice IPCH, parce que la méthode est commune dans tous les pays européens. Et pour nous, en fait, il est plus pertinent d'utiliser cet indice parce qu'il est vraiment construit de la même façon. Deuxième point, on a, comme je disais, donc des pondérations différentes. Donc, par exemple, on a les dépenses de santé qui ne sont pas pondérées de la même façon. Et on a aussi l'IPCH qui prend en compte les dépenses payées par les ménages uniquement, alors que l'IPC de l'INSEE prend en compte les dépenses payées par les ménages et les administrations publiques. Donc pour nous, il est aussi plus pertinent de prendre l'IPCH parce qu'on va se concentrer vraiment sur les ménages. Et pourquoi c'est plus pertinent et plus favorable de prendre l'IPCH? Parce que comme vous pouvez le voir sur ce graphique, l'IPCH est légèrement plus élevé que l'IPC. Donc c'est plus favorable de rentrer en négociation et d'utiliser cet indice et donc de mettre en avant les arguments que je viens de déployer face à votre direction pour vraiment argumenter sur le fait qu'il faut prendre l'IPCH. Donc là, voilà, on vous a mis les prévisions pour 2025. Donc effectivement, ces prévisions sont en baisse parce qu'on a une normalisation des prix énergétiques et alimentaires. Mais ce qu'on vous a mis dans le petit encadré à droite, c'est que ces prévisions, elles sont déjà pas sûres d'être réalisées parce qu'on a plusieurs facteurs qui, au contraire, sont de nature à tirer les prix vers le haut. Des facteurs plutôt liés à la transition énergétique qui peut être la transition verte qui peut être inflationniste, l'épuisement des ressources fossiles, les tensions géopolitiques et climatiques et la baisse des taux directeurs. Donc tout ça, ça fait que les prix, au contraire, ils vont pouvoir dans les mois à venir et dans les années à venir augmenter. Donc maintenant qu'on a parlé de l'inflation, on va parler du sujet le plus important selon nous pour vos négociations, c'est le rattrapage des pertes de pouvoir d'achat passées. L'objectif, c'est pas parler de l'inflation actuelle qui diminue ou de l'inflation à venir, c'est vraiment essayer de se concentrer sur les pertes de pouvoir d'achat que les salariés ont subies depuis 2-3 ans. Donc là, vous voyez sur le graphique, au niveau macroéconomique, donc tout secteur confondu, l'évolution des salaires. Donc on vous a représenté les salaires en bleu turquoise. On a aussi l'évolution des prix, donc c'est en noir pointillé, et l'évolution des salaires réels. Tout ça sur une période qui va de 2001 à septembre 2024. L'évolution des salaires réels, c'est quoi? C'est tout simple, c'est l'évolution des salaires nominaux, donc les salaires en bleu turquoise, moins l'évolution des prix. En fait, ça retrace l'évolution du pouvoir d'achat. Si les salaires réels sont positifs, on a une hausse du pouvoir d'achat parce que les salaires augmentent plus vite que les prix. Et si les salaires réels sont négatifs, on a une baisse du pouvoir d'achat. Donc là, sur ce graphique, on voit qu'en fait, depuis les années 2000, la pratique générale, c'est que les salaires réels soient positifs. On a, vous voyez, des airs en vert, donc ça veut dire qu'on a des gains de pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce qu'on remarque sur la période récente? On voit une forte diminution du pouvoir d'achat. On voit que l'aire rouge est très importante parce qu'en fait, il y a eu des pertes qu'on peut appeler historiques de pouvoir d'achat. On n'avait jamais vu ça depuis 20 ans. On a vraiment perdu énormément au niveau macro, bien sûr, en termes de pouvoir d'achat. Donc, si on fait les calculs, on a perdu 4 points de pouvoir d'achat. Et nous, ce qu'on vous conseille pour vos NAO 2025, c'est vraiment se concentrer sur ces pertes de pouvoir d'achat de 2022-2023 et essayer de revendiquer un rattrapage de ces pertes. Donc là, on vous a représenté l'évolution des salaires en bleu turquoise toujours, l'évolution des prix
en noir et l'évolution des prix alimentaires en noir pointillé en cumul depuis 2021. Donc, ce qu'on a utilisé comme méthode graphique ici, c'est ce qu'on appelle une base 100 et c'est ce qu'on vous conseille de faire au prisme de votre entreprise. L'intérêt ici, c'est de regarder le cumul de l'évolution des prix et l'évolution des salaires. C'est-à-dire qu'on va se placer sur une période d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Par exemple, là, en 2021, on se dit en 2021, on dit que les salaires sont égaux à 100 et l'inflation est égale à 100. Mais en fin 2024, on atteint combien? Et c'est de cette façon qu'on va pouvoir calculer les pertes de pouvoir d'achat. Donc là, vous voyez, tout secteur confondu, on est à 4 points de perte de pouvoir d'achat. Si on regarde par rapport à l'inflation alimentaire, on est à 9 points. Et nous, vraiment, on vous conseille de faire la même chose. Et d'ailleurs, vos experts peuvent vous aider à faire la même chose et à calculer vos pertes de pouvoir d'achat passées pour ensuite revendiquer un rattrapage. Et sur ce rattrapage, ce qui est important aussi, c'est bien sûr de demander un rattrapage, mais de me demander même plus. Parce que l'objectif quand même d'un salaire, c'est de permettre des gains de pouvoir d'achat, pas forcément compenser les prix. Parce que l'objectif, c'est vraiment valoriser les compétences, l'engagement collectif et individuel. Donc l'entreprise doit pouvoir donner du pouvoir d'achat à ses salariés, donc avoir du pouvoir d'achat positif. Ok, merci Alice. Je vais prendre le relais sur plusieurs autres sujets et un sujet d'abord de partage de la valeur. Hein, c'est des sujets dont on entend beaucoup parler en cette période d'inflation et là de ralentissement de l'inflation, mais aussi en période de baisse d'impôts, donc au travers de ce prisme-là. Et donc tout d'abord, l'inflation par les profits montrait qu'en fait, depuis plusieurs années, on assiste à un déséquilibre du partage de la valeur ajoutée. Ça n'a pas cessé, hein, c'est des éléments qu'on avait déjà évoqués lors de nos précédents webinaires. La tendance n'a pas changé. Et là, on vous a représenté un petit peu ce que ça donne en termes de partage de la valeur, en montrant qu'il y a une part de moins en moins importante de la valeur ajoutée de l'entreprise qui est redistribuée aux salariés. On passe un peu moins de 60% en 2017 à un peu plus de 57% tout récemment, puisque les données datent de septembre 2024. Et au contraire, la part des profits dans la valeur se maintient, voire augmente sur la période. Ça augmente légèrement, passant de 38 à 39%. Et en fait, de la même manière que sur les autres sujets, l'objectif ici, c'est d'avoir cette vision globale, mais c'est aussi d'analyser le partage de la valeur au niveau de votre entreprise, et donc passer de ce niveau macroéconomique au niveau microéconomique pour analyser, alors grâce à nous éventuellement, l'évolution de la répartition de la richesse créée par l'entreprise entre les différentes parties prenantes, que sont les salariés évidemment, l'État, les banques, l'entreprise et les actionnaires. Et donc du coup, également, avec pour objectif de rééquilibrer le partage de la valeur lors de vos NAO 2025. Ça, c'est un premier point important. Un deuxième point important qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que on a la hausse des dividendes versés par les entreprises qui renforce aussi ce besoin de rééquilibrage du partage de la valeur. Alors, attention, là aussi, les éléments qu'on présente sont des éléments du CAC 40. Donc, évidemment, c'est des éléments très macroéconomiques. Hein. On voit très bien sur la période récente, 2021, 2022, 2023, en période de forte inflation, on voit bien que les dividendes distribués par les entreprises du CAC 40 sont excessivement, en tout cas de manière importante, elles sont très élevées, à la fois en termes de dividendes et puis de rachat d'actions. Et donc, c'est ces éléments-là, en partie aidés par les aides publiques, les entreprises du CAC 40 ont su utiliser leur pouvoir de marché pour naviguer sur cette vague inflationniste et donc continuer à remonter des dividendes de plus en plus importants. Et là, de la même manière qu'on l'évoquait tout à l'heure, hein, on va le répéter à chaque fois, l'objectif c'est d'avoir cette vision-là, mais de ne pas non plus avoir une vision trop globale, mais parce que ça c'est les entreprises du CAC 40, c'est de le faire au niveau de votre entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre entreprise récemment? Comment le partage de la valeur s'est fait à la fois entre les profits, l'entreprise et les salariés, et puis les actionnaires derrière en termes de remontée de dividendes. Donc ça, c'est important d'avoir cette vision à la fois globale et à la fois limitée, réduite au niveau de l'entreprise, parce que c'est ça qui permettra d'être plus pertinent. Donc on a ces éléments-là, puis on a autre élément qui était dans le titre de cette partie, qui est également la notion de ce partage de la valeur. Il est aussi en lien avec le partage des économies qui sont réalisées par les entreprises grâce aux baisses d'impôts. On voit bien, et on n'a pris que cet exemple-là graphiquement,
la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, alors qui concerne là aussi quelques entreprises, mais on voit bien là aussi que ces baisses d'impôts ont été assez marquées sur la période. Il y a d'autres éléments qu'on vous précise, comme la transformation du crédit impôt compétitivité emploi en allègement pérenne de cotisations patronales. On a des exonérations de cotisations patronales qui sont d'ailleurs diverses et variées en fonction des secteurs d'activité. Et puis on a des impôts de production qui ont baissé de manière aussi significative, avec par exemple 10 milliards en 2021, donc des montants assez sensibles. Et j'allais dire, l'efficacité justement de ces mesures sur l'emploi, plusieurs études montrent sur l'emploi, sur les salaires et sur l'investissement, cette efficacité, elle est relativement contestée par plusieurs études qui ont montré que ces diminutions, ces économies de baisse d'impôts n'ont pas bénéficié à l'emploi, aux salaires et aux investissements, contrairement à ce qui était annoncé. Donc ça, c'est de manière, encore une fois, globale. Et on revient toujours au même système, c'est-à-dire pour votre entreprise, dans la préparation de vos NAO, chiffrez avec votre expert les gains liés aux aides publiques, baisse d'impôts et baisse de cotisations patronales, pour questionner leur utilisation et donc savoir comment ces baisses-là ont été utilisées, à quel effet, dans quel objectif. Est-ce que vraiment ça a servi au salaire, au recrutement, à l'investissement, ou alors est-ce que ça a servi les marges et les dividendes de l'entreprise? Et donc avoir une certaine transparence et revendiquer quelque part un partage des gains plus équitable, plus équilibré de ces économies-là. D'autant plus que, et c'est la partie suivante, d'autant plus que la politique salariale, selon nous, reste, on a indiqué que c'était un investissement, mais ça reste, et ça ne devient pas, hein, ça reste vraiment un investissement pour l'entreprise, à la fois en termes de rétention, d'attractivité, mais aussi de capacité de rebond. Et on s'explique en vous illustrant les choses par la part des entreprises confrontées à des difficultés de recrutement. Alors certes, cette part des entreprises confrontées à des difficultés de recrutement diminue. On est dans une période où il y a des plans sociaux qui sont apparus et qui apparaissent et qui se développent, comme l'évoquait Alice en introduction de ce webinaire. On a encore une part des emplois vacants qui reste assez significative, même si c'est des montants qui sont relativement faibles, mais par rapport à la période précédente, on voit qu'on a quand même un écart assez important. Et donc, face à ces tensions sur l'emploi qui restent encore fortes, notamment sur certains types, là aussi, de secteurs, hein, là aussi, c'est important d'avoir cette dichotomie macroéconomique, secteur et ensuite entreprise. C'est face à ces éléments-là, les revalorisations salariales comme l'amélioration des conditions de travail sont vraiment des éléments importants pour attirer et fidéliser les salariés, d'accord, tout en maintenant une dynamique salariale dans le temps et aussi pour éviter un certain tassement des salaires. Donc ça, c'est important. C'est aussi important pour assurer une production continue. On a, dans une étude récente, 12% des entreprises qui se disent quand même contraintes dans leur activité par les pénuries de personnel. Donc là aussi, c'est important d'avoir une adéquation du niveau de main-d'œuvre aux objectifs de production. Et là aussi, c'est une manière d'assurer la continuité de production et même sa montée en cadence et en puissance. Et ensuite, aussi, y compris en période de crise, qu'on est en train de commencer à vivre, c'est anticiper, rebondir, parce que quand on est en période d'instabilité et d'incertitude, c'est aussi une garantie, le fait de revaloriser les salaires quand on est en capacité de le faire. Hein. C'est pour ça qu'il faut aller vraiment dans le détail de la compréhension du modèle économique de l'entreprise. C'est aussi un moyen de garantir la capacité de rebond à venir, ce que n'ont pas su faire un certain nombre d'entreprises quand elles ont traversé des périodes compliquées et donc du coup avec des difficultés ensuite à rebondir une fois que la crise était passée. Donc encore une fois, l'intérêt d'avoir une approche vraiment centrée sur l'entreprise en ayant cette vision macro, cette vision sectorielle, avoir une approche vraiment sur l'entreprise, sur ces tensions d'emploi, les difficultés de recrutement par service, par catégorie socio-professionnelle, par métier et ainsi adapter au mieux en fait vos revendications sur l'évolution des salaires. Autre sujet pour finir sur cette partie macroéconomique, c'est les exonérations de cotisations patronales, on l'a un petit peu abordé, également le tassement des salaires qui en découle quelque part, et une forme de smillardisation, parce qu'on va se rendre compte, et on l'illustre ici, que encore beaucoup
de salariés, une proportion importante et croissante de salariés sont payés au SMIC. Puisqu'on a, sur la dernière période, entre 14-17% et 17% des salariés qui sont payés au SMIC dans notre pays, ce qui sont des montants relativement importants au regard de l'historique. C'est un historique 2010, donc depuis 2010, donc on voit bien qu'on est sur une période haute où la proportion des salariés sont payés au SMIC. La proportion des salariés payés au SMIC, est importante. Pourquoi? Alors, je l'ai fait un peu à l'envers, mais parce qu'en fait, on a des exonérations sur les bas salaires qui vont désinciter, donc qui vont empêcher les entreprises d'augmenter les salaires. Et du coup, ça va créer des trappes à bas salaire. Donc, on a une évolution du salaire horaire qui est présentée ici. Et le coût pour l'employeur d'une hausse de 1% du salaire net est très élevé pour les bas salaires. Et cet élément-là est important à avoir en tête parce que quand vous êtes face à une direction dans votre entreprise, il est important de regarder spécifiquement dans votre entreprise quelle est la part des salariés qui sont payés en dessous de 1,6 SMIC, parce que c'est ça l'étalon, j'allais dire, principal. Alors, il y en a d'autres, il y a le 2,5 SMIC aussi, et le 3 SMIC, qui correspondent à des étalons différents en fonction de différentes typologies d'exonération de charges, mais chiffrer les économies réalisées grâce aux exonérations de charges sur ces sujets-là, de cotisations patronales sur les salaires, c'est important de voir comment ces économies, comme on l'a vu tout à l'heure, comment ces économies sont utilisées et comment elles sont utilisées et quelle est la conséquence sur la distribution des salaires. Du coup, ça peut vous permettre aussi de voir comment on rééquilibre les revendications salariales en adaptant les revendications salariales aux résultats et en utilisant ces économies-là, ces exonérations-là comme un levier de négociation. Enfin, dernier élément, en tout cas sur cette partie-là, on vous conseille aussi d'utiliser l'outil en ligne de l'URSSAF pour chiffrer vos revendications. C'est un outil de simulation qui est plutôt bien fait, qui vous permet d'avoir, quand vous avez une revendication en termes d'augmentation de salaire, de voir le coût complet, le coût global, le chiffrage de la revendication, tenant compte de ces exonérations de charges, et ça permet d'être plus précis, d'avoir un argumentaire plus précis. C'est bien ça l'objectif. La baguette magique, on ne l'a pas, mais l'objectif, c'est bien de vous amener à avoir des revendications le mieux argumentées possible. Et donc, tous ces éléments-là, qu'on récapitulera tout à l'heure en conclusion, peuvent vous permettre d'être mieux armés face à une direction lors de vos négociations. Et justement, pour faire le lien, quelques méthodes et tactiques de négociation en complément de ces données macroéconomiques. D'abord, quelques rappels juridiques. Alors ça, très rapidement, pour qui donc c'est consacré aux entreprises qui ont une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'organisations syndicales représentatives, et ou, quand il n'y a pas d'organisation syndicale, au moins un membre de la délégation élu du personnel. Donc, dans ces entreprises-là, il doit y avoir des négociations. Quand la loi ne prévoit pas, contrairement au titre, contrairement à ce que ça dégage, une négociation annuelle obligatoire, la loi ne prévoit pas que ça soit tous les ans. C'est au minimum tous les 4 ans. Bon, alors, sauf accord, on fait ça tous les ans. Mais en tout cas, l'ordre public, c'est au moins tous les 4 ans. Évidemment, le conseil, c'est de le faire tous les ans, vu l'évolution assez rapide à la fois des éléments de conjoncture et à la fois les éléments de l'entreprise qui varient régulièrement. Sur quoi on va parler évidemment de la rémunération, on va parler aussi de l'égalité professionnelle et on va parler dans certaines entreprises de la gestion des emplois et des parcours professionnels. Avec qui? C'est les organisations syndicales et les élus mandatés, évidemment. Et puis sur quel calendrier social? Alors, articuler évidemment ces informations consultation avec les informations consultation récurrentes. On ne va pas développer sur le sujet, mais pour pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations importantes pour la négociation, ça fait partie des éléments d'information qui vous sont nécessaires. Ces informations consultation du CSE sur la situation économique, la politique sociale et les orientations stratégiques pour alimenter vos arguments pour alimenter vos arguments lors des négociations. Et donc, quelques sources d'informations sur lesquelles il est possible de s'appuyer. Donc, les données sur l'environnement économique,
je ne vais pas revenir dessus, on l'a vu, donc évidemment, on vous conseille d'utiliser notamment cette note qui vous sera communiquée et qui sera disponible dès cet après-midi. Les informations que votre employeur vous remet lors des négociations, de manière assez classique, des données sur votre entreprise et son secteur d'activité. Encore une fois, pour être le plus pertinent possible, il faut connaître le contexte macroéconomique, mais le contexte du secteur et de votre entreprise. Donc ça, c'est fondamental. Et puis des données aussi, ne pas l'oublier, des données récoltées auprès des salariés sur comment les salariés perçoivent leur rémunération, de quoi ils ont besoin, quelles sont leurs revendications, en faisant attention aussi à ne pas ouvrir une boîte de Pandore, et c'est pas en disant aux salariés que voilà, on récolte l'information et après on va sélectionner et on va hiérarchiser, prioriser les éléments de revendication, parce qu'on ne peut pas tout revendiquer et il faut être évidemment extrêmement organisé et précis dans ses revendications. Et donc justement, il faut choisir ses priorités pour construire des revendications en 5 étapes, là aussi rapidement. Définir des objectifs sur la base des informations collectées. On a eu cette analyse, on a eu les informations macroéconomiques, sectorielles et en lien avec la situation économique, sociale et stratégique éventuellement de l'entreprise. Donc comment on définit ces objectifs sur la base de ces informations. On définit ces objectifs et pour chacun de ces objectifs, on va définir une revendication. Comment on structure la revendication? Est-ce qu'on part sur de l'augmentation générale? Est-ce qu'on part sur des augmentations individuelles, des primes, des enveloppes de rattrapage? On parlait tout à l'heure, Alice parlait tout à l'heure de rattrapage éventuel. Chose compliquée à mettre en œuvre concrètement, mais c'est important de revendiquer ça par rapport aux pertes de pouvoir d'achat qui ont été identifiées de manière macroéconomique. Encore une fois, il faut que vous l'identifiez dans chacune de vos entreprises. Et pour chaque revendication, de manière assez claire, une cible, un plancher, un plafond. Le plafond étant l'idéal impossible que l'on va annoncer, alors en étant cohérent avec la situation économique de l'entreprise, un objectif cible autour duquel on imagine l'atterrissage possible, et puis un plancher qui est le strict minimum pour signer, et ça renvoie encore une fois à chacun d'entre vous, à chacun des négociateurs de définir tous ces éléments-là. Là, on parle de méthode, évidemment, les éléments qui sont chiffrés, ce sont évidemment que des exemples, et c'est pas une injonction, c'est à chaque situation qu'il faut avoir une position particulière, et puis voilà, c'est juste on parle en termes de méthode. Également, prévoir les arguments et les alternatives négociables. Donc, on va argumenter, on a construit ces argumentaires sur la base des informations récoltées. Je réfère à tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis, construire aussi des alternatives négociables, prévoir des alternatives aux objectifs pour avoir des solutions de repli. Et puis, vérifier que les propositions de la direction éventuellement au final, sont plus favorables que celles de votre convention collective. Donc avoir un œil aussi sur ce qui se passe au niveau de la convention collective et des négociations de branche. Ça, c'est fondamental. Et ensuite, pour finir, chiffrer chaque position. Chaque proposition, chaque position, c'est important de le chiffrer. On évoquait un outil de calcul de l'URSSAF. On peut évidemment, les experts sont là aussi pour vous aider. On est là aussi pour vous aider à chiffrer le coût des mesures et rapporter ce coût-là à des indicateurs de l'entreprise pour relativiser par rapport à d'autres indicateurs qui sont en lien avec le versement de dividendes, les résultats générés par l'entreprise, etc., etc. Voilà globalement ce qu'on voulait vous dire sur ce sujet, et on finit juste pour vous montrer un exemple d'outil mais qui reprend ce qu'on vient de vous évoquer pour affiner, hiérarchiser vos revendications. Ça permet d'avoir un outil un peu de méthode pour vous permettre d'être plus efficace dans votre négociation. Et en complément, au travers de cet exemple d'outil pour affiner et hiérarchiser vos revendications, c'est prévoir d'avoir un suivi de ces éléments-là, c'est-à-dire passer par cette case-là, mais pas uniquement le faire en statique, mais le faire en dynamique. En début de négociation, voilà ce qu'on a établi, et puis au fur et à mesure de la négociation, on met à jour ce document-là de manière à suivre l'élément, et donc au final, trouver un équilibre entre les mesures pérennes cotisables et les mesures ponctuelles non cotisables, prévoir éventuellement aussi, c'est le cas dans quelques négociations qu'on a pu suivre, un comité de suivi et des clauses de revoyure, notamment si l'inflation est amenée à bouger, on se met une clause de revoyure pour refaire le point.
Donc voilà pour ce point-là. Je vais laisser Alice conclure sur un aperçu des premiers chiffres des NAO 2025 avec l'étude flash qu'on a réalisée. Et on laissera la place à une dizaine de minutes d'échange juste après. Merci Jean-Marc. Donc voilà, là l'objectif c'était vraiment vous montrer 2-3 éléments de notre étude flash qu'on a réalisée au Centre Études et Data la semaine dernière. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur les accords d'entreprise pour analyser les augmentations de salaire négociées dans les entreprises. Donc à la mi-novembre, on s'est basé sur le site Légifrance pour récupérer ces accords et on a fait un tirage aléatoire parmi les accords de salaire et ce qui fait qu'au total, on a lu 108 accords de NAO 2025 dans un objectif de chiffrer donc les augmentations salariales négociées pour 2025 par les entreprises. Donc pour vous donner quelques premières tendances pour les salariés et les organisations syndicales qui rentrent en négociation, l'objectif c'était aussi évaluer les pratiques d'augmentation et analyser la diversité des politiques. Regardez un petit peu les mesures périphériques, la prime PPV, les AI, les AG, etc. Donc là, on vous a mis quelques planches de notre étude, mais si vous voulez l'étude complète, on peut vous l'envoyer, bien sûr. Donc le résultat le plus important de notre étude, c'est bien sûr l'augmentation moyenne négociée par les entreprises. Donc premier élément, en fait, donc, comme je vous l'ai dit, on a étudié les augmentations négociées par 108 entreprises, mais le premier constat qu'on a pu faire, c'est que sur ces 108 entreprises, on en a eu 43% qui n'ont tout simplement pas augmenté les salaires. Quand on lisait leur accord NAO, il n'y avait pas de budget pour les AG et les AI, il y avait seulement des mesures périphériques. Donc 43%, ça nous a semblé énorme. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on les a mis de côté, ces entreprises, et on a regardé leurs mesures périphériques. Ensuite, on s'est concentré sur les 57% d'entreprises qui ont prévu des budgets d'augmentation non nuls pour 2025. Et c'est ce qu'on vous présente là à l'écran. C'est vraiment la moyenne parmi les entreprises qui augmentent leur salaire. On est sur 2,33% pour 2025, donc qui est un montant en baisse par rapport à 2024, parce qu'on avait fait le même exercice en 2024 sur plus de 400 accords NAO et on avait trouvé environ 3,5% toutes CSP confondues. Donc là, on est sur une baisse de 1,2 points qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Donc on a l'inflation, la dégradation de la conjoncture, etc. Mais vraiment, en tout cas, le deuxième constat, c'est la baisse des budgets d'augmentation. Si on regarde par rapport aux catégories socio-professionnelles, on voit que les ouvriers employés vont bénéficier normalement en 2025 d'augmentations légèrement plus importantes que les cadres et les ingénieurs, mais bon, leurs salaires en niveau sont plus bas. Ensuite, troisième point, on a des talons d'augmentation. Donc ça, c'est des minima d'augmentation que prévoient les entreprises en euros. Donc ces talons sont mis en place dans seulement 11% des entreprises et ils sont à des niveaux moyens de 54 € bruts par mois. Donc ça, c'est pour vous donner des points d'appui pour vos négociations. Vous pouvez vous appuyer sur les chiffres qu'on vous dévoile actuellement s'ils vous semblent favorables et intéressants. Un petit mot sur les AG et les AI, parce que j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat dessus. Donc là, on vous montre vraiment les augmentations totales. Donc c'est AG plus AI, mais on a aussi regardé parmi les AG quel était le montant moyen et parmi les AI quel était le montant moyen. Mais on a aussi regardé la part des entreprises qui distribuent des AG et des AI. Et notre résultat, c'est que parmi ces 108 entreprises, on voit que la pratique majoritaire reste l'augmentation générale. Quand même, dans la majorité des entreprises, il y a une augmentation générale qui est versée aux cadres et aux non-cadres, avec néanmoins un montant qui est très faible et qui est plus faible que celui des AI. Les AI sont versés à peu près dans 50% des cas, avec des montants plus élevés. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est un changement dans les pratiques de politique salariale, avec une couche d'augmentation générale qui est préservée, mais qui est très faible. Et la majeure partie des augmentations va plutôt se faire sur des AI, donc des augmentations qui rémunèrent la performance individuelle et non pas le collectif dans une optique de compensation de l'inflation. Deuxième point, sur peut-être le point final sur les mesures périphériques. Donc là, on vous a présenté les budgets pérennes, mais on a également regardé les mesures périphériques. Donc là, on vous a représenté en fait la diversité des mesures périphériques qu'on a pu voir dans les accords NAO. Donc on voit qu'on a des mesures périphériques sur les primes. Hors PPV, on a 56% des entreprises qui prévoient des primes, des revalorisations de primes comme les primes d'ancienneté, les primes récurrentes.
On a des avantages repas, on a des primes partage de la valeur qui sont versées dans 19% des cas à un montant moyen de 714 €. Et on a plein d'autres mesures qui sont vraiment diverses et variées, qui touchent même jusqu'à la QVT, la mutuelle d'entreprise, le temps de travail, etc. Donc on a vraiment vu une diversité de mesures périphériques et on s'est dit que c'est peut-être qu'on voit énormément de choses sur les mesures périphériques pour peut-être compenser une baisse des budgets d'augmentation. On vous invite d'ores et déjà à un prochain webinaire le 6 février prochain où une étude beaucoup plus complète sera faite sur ce sujet-là avec un panel d'accords NAO beaucoup plus large. Là, c'était vraiment une première étude flash qui a été réalisée avec des indications qui sont déjà fortes. C'est pour vous donner déjà quelques éléments, mais le 6 février prochain, on vous présentera un webinaire beaucoup plus important. Donc voilà, là en synthèse, les NAO, évidemment, on ne va pas se cacher, c'est des NAO qui sont sous tension, dans un contexte économique dégradé, de désinflation progressive. On a fait un peu le tour. Alors c'est vrai que on va laisser le peu de temps qui reste à quelques questions. Là, il y a eu quelques questions dans le chat d'ores et déjà, mais surtout n'hésitez pas à indiquer si vous souhaitez être rappelé, si vos questions n'ont pas trouvé réponse là aujourd'hui, parce qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions vu les 5 minutes qui restent. Mais voilà, n'hésitez pas à nous demander de vous rappeler si besoin, puisque voilà, on a dû vous poser la question, les administrateurs ont dû vous poser la question dans le cours du chat. Donc, on se propose de regarder un petit peu, de répondre un petit peu à vos questions. Alors, tout à l'heure, il y avait une question sur IPC, IPCH. Le graphique montrait bien un IPCH supérieur à l'IPC. Voilà, donc on vous enverra le document et vous verrez que c'est bien l'ICPH qui est supérieur, sans aucun souci. Il y a aussi eu des questions sur les sources. Donc les sources sont indiquées en dessous des graphiques. Là, on n'a pas forcément pu en parler, mais comme on vous enverra le rapport, vous aurez les sources qu'on a utilisées. Donc c'est l'INSEE, la DARES, Eurostat. Il y a une question aussi sur qu'est-ce qui explique la baisse en 2024 du nombre de salariés au SMIC. Donc peut-être premier élément de réponse, en fait en 2024 donc l'inflation était plus faible, donc le SMIC a moins augmenté qu'en 2022-2023, ce qui fait qu'on a eu moins de salariés qui se sont fait tout bonnement rattraper par le SMIC. Parce que ce qu'on voyait en fait beaucoup en 2022-2023, c'est qu'il y avait des branches professionnelles qui avaient des minima, les minima de branche complètement rattrapés par le SMIC. Donc toutes les personnes qui étaient rémunérées à ces minima se sont en fait retrouvées à être rémunérées au SMIC. Donc là, c'est quelque chose qu'on a moins vu en 2024, vu que le SMIC a moins augmenté et que les négociations de branche ont été un peu plus dynamiques. Mais ça n'empêche pas que 15%, c'est quand même un niveau très élevé dans la société française. Il y avait aussi une question sur comment œuvrer face à une direction locale qui applique en fait les décisions établies de la maison mère. Donc, ce qu'on n'a peut-être pas dit dans la présentation, c'est que la négociation, elle doit être loyale. Et une négociation loyale, c'est une négociation où il y a des marges de manœuvre entre la direction et les organisations syndicales. Si la direction arrive et qu'elle dit, voilà, nous, l'augmentation, c'est 2% parce que la direction générale l'a décidé, il peut y avoir peut-être un problème sur la loyauté de la négociation. Donc ça, c'est peut-être à voir avec des experts juridiques. Ouais. Et on le retrouve dans des grands groupes qu'on suit. Effectivement, il y a souvent un cadrage groupe, un cadrage budgétaire, ce qui est assez courant dans un groupe, d'avoir un cadrage budgétaire au niveau groupe, mais ce qui ne doit pas empêcher que la négociation doit se faire au niveau de l'entreprise. Ça, juridiquement, c'est comme ça que ça doit se passer, avec la loyauté dont vient de parler Alice. Ensuite, il y avait une question sur les secteurs particuliers. J'ai vu sur les sujets de sanitaire, médico-social, où les marges de manœuvre effectivement peuvent être un peu réduites par rapport à d'autres secteurs d'activité. Effectivement, les revendications peuvent s'appuyer sur le contexte, mais vous pouvez aussi alerter les financeurs, que peuvent être les ARS, les conseils départementaux ou les conseils régionaux. Vous pouvez aussi les interpeller sur le fait que vos conditions de rémunération, vos conditions de travail sont telles qu'elles sont, et vous avez des difficultés à couvrir les pertes de pouvoir d'achat, et donc c'est aussi un moyen pour vous de dire ok, votre direction va vous dire non mais attendez, j'ai un budget contraint parce que c'est un financement public,
L'étape d'après, c'est peut-être d'interpeller, dans la mesure du possible, les autorités, les financeurs pour pouvoir avoir accès les interpeller sur le sujet pour qu'ils soient sensibilisés à ça. Il y a également beaucoup de questions sur l'étude complète des NAO qu'on va réaliser en février. Donc effectivement, on va y avoir le webinaire le 6 février. Et dans cette étude complète, il va y avoir des différences par secteur, parce que je vois des demandes pour le secteur bancaire et d'autres secteurs. Donc là, vraiment, sur l'étude flash, on n'a pas fait de différence par secteur parce qu'on avait un nombre trop réduit d'accords d'entreprise. Mais là, comme on sera en février sur 500 accords, on va vraiment pouvoir vous donner des chiffres précis secteur par secteur. Et puis deuxième point sur ce sujet, vous pouvez également faire appel à nous pour demander en fait un accompagnement spécifique pour votre entreprise, pour qu'on puisse placer votre entreprise par rapport à votre secteur d'activité, mais même très précis. On peut sélectionner une dizaine, une vingtaine d'entreprises, regarder de combien a été leur négociation l'année passée, et ça vous permet de vous positionner, et ça vous donne des arguments en fait pour rentrer en négociation l'année prochaine face à votre direction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire si vous voulez qu'on vous rappelle. Voilà, et le temps a été écoulé. On vous remercie toutes et tous pour votre participation. Et vous étiez encore une fois très nombreux et on vous remercie. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, de bonnes NAO. N'hésitez pas à nous contacter et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir, à très bientôt.